Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au parcours juridique d'une entreprise en France, vraiment de A à Z, de la simple idée qui germe jusqu'à une organisation parfois très complexe. Alors, comment on passe d'une simple idée à une véritable entreprise? Eh bien, tout ne commence pas avec un produit ou une boutique. Non, ça commence avec une promesse. Et cette promesse, c'est le contrat. C'est vraiment l'ADN, la pierre angulaire de toute activité économique. C'est un accord qui a force de loi, et c'est ça qui va former sa toute première base. Voilà, on y est. La toute première étape du cycle de vie d'une entreprise, c'est sa naissance juridique. Et ça passe par la création d'un contrat qui soit valide. Pour qu'un contrat naisse, il y a un cheminement assez logique. D'abord, il y a une période de négociation, la période précontractuelle, où la bonne foi est reine. Ensuite, c'est le moment clé. Une offre claire rencontre une acceptation sans équivoque. Et c'est cette rencontre, ce oui mutuel, qui va donner au contrat sa fameuse force obligatoire. À partir de là, il lie les parties. Mais attention, que se passe-t-il si cette promesse, si ce consentement, n'est pas tout à fait sincère? Parce que pour qu'un contrat soit valable, il ne suffit pas de dire oui. Il faut que ce oui soit donné librement et en toute connaissance de cause. Et là-dessus, le droit français est très précis. Il identifie ce qu'on appelle 3 vices du consentement. L'erreur, quand on se trompe sur un élément essentiel, le dol, là c'est carrément une tromperie volontaire, et la violence, qu'elle soit physique, morale ou même économique. Si on arrive à prouver que l'un de ces 3 éléments a été décisif pour obtenir la signature, eh bien le contrat peut être tout simplement annulé. Allez, on avance. L'entreprise grandit, et avec elle, ses besoins juridiques se complexifient. Un simple accord de base ne suffit plus. Il va lui falloir des outils, des plans juridiques beaucoup plus spécialisés pour ces différentes opérations. Le plus courant, le plus basique de tous, c'est évidemment le contrat de vente. C'est tout simple en apparence, on se met d'accord sur une chose et sur un prix. Mais juridiquement, c'est un moment crucial. C'est là que la propriété est transférée, et avec elle, tous les risques. Maintenant, pour grandir, pour se développer, il y a d'autres mécanismes. Prenez le contrat de franchise, par exemple. C'est un outil formidable pour une entreprise qui veut dupliquer son succès. En gros, elle autorise d'autres entrepreneurs à utiliser sa marque, son savoir-faire, en échange d'une redevance. Et puis, bien sûr, il y a la relation avec le grand public. Là, on entre dans le monde des contrats de consommation. La loi part du principe qu'il y a un déséquilibre. Le professionnel sait, le consommateur, lui, est moins averti. Du coup, ces contrats sont très encadrés pour protéger l'individu. Mais la vie d'une entreprise, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, il y a des tempêtes. Et là encore, le droit français n'est pas là pour sanctionner, mais pour offrir une boîte à outils structurée pour traverser ces difficultés financières. Le moment charnière, le terme juridique à retenir, c'est la cessation des paiements. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moment précis où l'entreprise ne peut plus faire face à ses dettes exigibles avec l'argent dont elle dispose. C'est ce constat qui va ouvrir la porte à toute une série de procédures collectives. Et la loi propose toute une palette de solutions, en véritable spectre d'intervention. Ça va de la négociation à l'amiable en amont, avec la conciliation, jusqu'à la liquidation qui est la solution de la dernière chance. L'idée, c'est toujours de tenter de sauver l'entreprise. Et si ce n'est pas possible, au moins de gérer sa fin de manière propre et organisée. Ce tableau, il est super pour comprendre la logique derrière chaque procédure. La sauvegarde, c'est préventif, c'est quand on sent que les difficultés arrivent mais qu'on n'est pas encore en cessation de paiement. Le redressement, là, on est en crise, l'objectif est de sauver l'activité et les emplois. Et la liquidation, eh bien, c'est quand on constate que le redressement est impossible. On arrête tout et on vend les actifs pour payer les créanciers. Mais heureusement, la vie d'une entreprise, ce n'est pas seulement naître et potentiellement mourir. C'est aussi évoluer, se transformer. Et pour les entreprises matures, la loi offre des outils puissants pour restructurer et continuer à grandir de manière stratégique. Une des évolutions les plus connues, c'est la fusion. C'est quand plusieurs entreprises décident de n'en former plus qu'une. Ça passe par un mécanisme juridique assez technique, la transmission universelle de patrimoine, la TUP. Pour faire simple, c'est un moyen de transférer tout le patrimoine, les actifs et les dettes d'une société à une autre, sans avoir à la liquider. Mais parfois, pour grandir, la solution n'est pas de fusionner, mais plutôt de créer une sorte de famille. On parle alors de groupe de sociétés. On crée une unité économique très forte, tout en gardant des entités juridiques séparées. Alors comment ça marche un groupe? C'est assez fascinant. On a des sociétés qui sont juridiquement indépendantes, chacune avec sa propre existence, mais elles sont liées par un contrôle financier. Au sommet, il y a une société mère, une holding, qui donne le là, qui impose une politique commune. Le point clé à retenir, c'est que le groupe en lui-même n'a pas de personnalité juridique propre. C'est une construction économique avant tout.
Cette fameuse société mère, la holding, son rôle n'est pas de produire des biens ou des services. Non, son job, c'est de détenir des parts dans d'autres sociétés, ses filiales. Et l'intérêt d'une telle structure, il est énorme. Ça permet de gérer des activités très différentes, de cloisonner les risques. Si une filiale a des problèmes, ça n'entraîne pas forcément les autres. Et, il faut bien le dire, c'est aussi un outil très puissant d'optimisation fiscale. On le voit bien, d'une simple promesse, d'un simple contrat, on peut arriver à des montages très sophistiqués. Le droit, ce n'est donc pas juste un ensemble de règles figées, c'est une véritable boîte à outils dynamique qui accompagne l'entreprise à chaque étape pour se construire, pour naviguer dans les difficultés et pour évoluer. Et ça nous laisse avec une question de fond. Finalement, est-ce que le droit des affaires est une cage rigide, pleine de contraintes, ou est-ce plutôt un cadre souple, un ensemble d'outils intelligents qu'il faut apprendre à maîtriser pour construire son succès ?